L'enregistrement a commencé, hein, docteur? Salam alaikum, et sahatorkum. Je me présente, Nadir Meragni, assistant en chirurgie orthopédique à l'hôpital Mustafa Bacha. J'ai l'immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'une pathologie très fréquente en traumatologie qui est la luxation traumatique de l'épaule. Au pavillon des urgences de l'hôpital Mustafa, on reçoit presque tous les jours des cas de luxation de l'épaule. Pour nous, c'est de la traumatologie quotidienne. C'est une pathologie tellement fréquente que j'estime que tout médecin généraliste doit savoir reconnaître et faire le diagnostic d'une luxation de l'épaule. En plus, le tableau est très caractéristique, est tellement typique. Moi, je dis toujours aux étudiants, si vous avez la chance de voir une vraie luxation de l'épaule aux urgences, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'examen clinique, le bilan radiologique, la réduction et le traitement, c'est tellement caractéristique que vous n'allez jamais oublier ça. Il suffit de voir un seul cas réel et vous allez vous en rappeler durant toute votre vie. Alors, vous allez voir que pour toutes les questions de traumatologie, le plan du cours est presque toujours le même. Et souvent, c'est un plan qui obéit à un raisonnement qui est assez logique. Alors, pour ce qui est de notre cours, on commencera naturellement par une définition de la pathologie, quelques notions d'épidémiologie et les différentes étiologies, un petit rappel anatomique s'impose pour mieux comprendre les lésions occasionnées par cette luxation. Le chapitre mécanisme, c'est un chapitre très important dans tous les cours de traumatologie. C'est souvent le mécanisme à l'origine de la lésion nous permettra surtout de typer les lésions en APAC et de faire la classification des lésions. Souvent, les classifications se basent sur le mécanisme lésionnel. On parlera bien sûr du diagnostic positif qui va reposer sur l'examen clinique et éventuellement des examens complémentaires. Ensuite, on verra le traitement qui, dans ce cas, consistera surtout en la réduction de la luxation de l'épaule. Et ensuite, bien sûr, un mot sur l'évolution attendue de cette pathologie et bien sûr les complications relatives à cette pathologie. La luxation traumatique de l'épaule se définit comme une perte complète et permanente post-traumatique, c'est-à-dire suite à un traumatisme, des rapports anatomiques normaux entre la tête de l'humérus et la cavité glénoïde de l'omoplate qui est encore appelée la scapula. On va essayer d'analyser un petit peu cette définition pour mieux la comprendre. Lorsqu'on évoque le mot luxation, automatiquement on parle d'articulation, et ceci est valable pour toutes les articulations de l'appareil locomoteur. L'articulation, par définition, c'est l'union de deux surfaces articulaires osseuses qui vont s'articuler entre elles grâce à différents éléments essentiellement capsulo-ligamentaires. Pour ce qui est de notre cas, pour l'articulation de l'épaule, les deux surfaces osseuses sont d'un côté la tête de l'humérus et de l'autre côté la cavité glénoïde de l'omoplate, donc ils vont s'articuler grâce à des éléments capsulo-ligamentaires. Et la luxation, c'est vrai, dans la luxation pure, il n'y a pas d'atteinte osseuse, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas d'atteinte osseuse, mais il y a une atteinte et une déchirure de ces éléments capsulo-ligamentaires. En d'autres termes plus simples, pour faire le distinguo entre fracture et luxation, la fracture se définit par une atteinte de la continuité de l'os. Par contre, dans la luxation, il n'y a pas d'atteinte osseuse, mais il y a une atteinte des éléments capsulo-ligamentaires. La luxation de l'épaule, c'est la plus fréquente des luxations de l'appareil locomoteur. On verra plus tard dans le cours pourquoi c'est la plus fréquente des luxations. Elle survient essentiellement chez l'adulte jeune avec une prédominance masculine et comme pour toute luxation, elle représente une urgence thérapeutique. Ça aussi, c'est valable pour toutes les luxations de l'appareil locomoteur. Quelle que soit la luxation, le traitement doit être urgent. Ça veut dire que dès qu'on pose le diagnostic d'une luxation, la réduction de celle-ci doit se faire en urgence le plus tôt possible. Alors, les étiologies, c'est vraiment les principales étiologies qui sont à l'origine des chutes. On note les accidents sportifs, les différents accidents sportifs, les accidents de travail qui vont entraîner des chutes, les accidents de la voie publique et les accidents de la circulation. Il y a une entité aussi particulière à connaître, c'est l'épilepsie. Les patients épileptiques font beaucoup de luxation de l'épaule lors des chutes qui surviennent suite à des crises d'épilepsie.
Un petit mot d'anatomie pour mieux comprendre les éléments constituant l'articulation de l'épaule et aussi comprendre les lésions occasionnées par les luxations. Alors, on verra les surfaces articulaires osseuses qui sont la tête de l'humérus et la cavité glénoïde de l'omoplate ou la scapula, et les éléments qui unissent ces deux surfaces osseuses. Donc, on a deux surfaces osseuses qui vont être unies par des éléments, différents éléments. Ces éléments sont la capsule articulaire, les différents ligaments, les muscles et les tendons. Et il y a une entité particulière à l'épaule qu'on verra, c'est le labrum, ou encore appelé le bourrelet glénoïdien, qu'on détaillera par la suite. Alors, l'articulation de l'épaule, l'articulation gléno-humérale, est une énarthrose. Alors, l'énarthrose, par définition, c'est une articulation qui est formée de deux surfaces articulaires qui sont de dimensions différentes, dont l'une est convexe et l'autre est concave. Lorsqu'on voit sur ce schéma, on voit qu'il y a une nette différence de dimension entre les deux surfaces articulaires. D'un côté, on a la tête humérale, qui a une grosse surface articulaire, et en face, regardez, cette petite surface articulaire de la glène. Donc cette différence de surface, et en plus l'une est concave, l'autre est convexe, ceci définit une énarthrose. Cette articulation gléno-humérale, c'est une articulation très mobile. Et cette mobilité s'explique aussi par la différence de dimension entre les deux surfaces articulaires. Lorsqu'on voit ce schéma, d'un côté on a une petite surface articulaire, de l'autre côté une surface articulaire sphérique. Donc on aura une grande mobilité de l'articulation. Et plus on a la mobilité, on a la stabilité. C'est logique. Plus l'articulation est mobile, elle est moins stable. Et donc elle est sujette à des luxations et des développements. Les surfaces osseuses forment cette articulation gléno-humérale. Donc, on a la tête humérale qui a la forme du tiers d'une sphère. Cette tête humérale est orientée vers le haut, en arrière et en dedans, donc en interne. Avec un axe, on a l'axe entre la tête de l'humérus et le reste, et l'axe de la virginale, un cercle diviseur qui est de environ 130 à 137 degrés. La deuxième surface osseuse est la cavité glénoïde de l'omoplate. On le voit ici sur cette vue de profil de l'omoplate. Donc elle est de forme ovale, elle repose sur le col de l'omoplate en arrière. Donc la cavité glénoïde, quant à elle, elle est orientée vers le haut, en avant, vers l'extérieur, en dehors. Alors on voit mieux sur ces schémas-là. On voit ici peut-être une forme du tiers de sphère. On le voit ici. Avec cette entre l'axe de la tête humérale et l'axe de la tête de l'humérus qui est en amont de 130 à 137 degrés. Sur le profil de l'omoplate, on voit cette cavité glénoïde, c'est sa surface articulaire, et on voit qu'elle relie cette surface articulaire qui repose sur le reste de l'omoplate. Là, en arrière, ça c'est en arrière, en avant, on a l'apophyse thoracoïde. Alors, rappelez-vous bien de cet élément, l'apophyse thoracoïde qui est situé en avant. Cet élément va servir de repère dans la classification des luxations. On verra ça un peu plus tard dans ce cours. Excusez-moi, docteur, il y a juste un petit problème de son. Ah, d'accord. Je pense que là, ça va mieux, oui. Voilà, je pense qu'on peut reprendre. Je peux continuer? Oui, allez-y, je vous en prie. Parfait. Merci. Voilà, donc cet élément, cette apophyse thoracoïde, elle va servir de repère pour classer les différentes luxations. On verra ça un peu plus tard dans ce cours. Alors, sur ces deux surfaces articulaires, elles sont maintenues en place par des éléments stabilisateurs. Différents éléments stabilisateurs. On a des éléments musculaires et tendineux. Les principaux muscles de l'épaule sont appelés la coiffe des rotateurs. Donc, c'est un ensemble de muscles qui va jouer le rôle de stabilisateur de cette articulation gléno-humérale. C'est des muscles qui s'insèrent au niveau de l'épaule. Ces muscles sont au nombre de 4. On a le supraépineux, l'infraépineux, le sous-scapulaire et le petit rang. Un autre muscle très important qui joue un rôle très important dans la stabilisation de l'épaule, c'est le muscle deltoïde, dont la principale action est l'abduction du bras. On a des éléments capsulo-ligamentaires. Donc la capsule articulaire, elle recouvre l'articulation, elle est étendue de la partie supérieure de l'humérus et jusqu'à la partie articulaire de l'omoplate. On a plusieurs ligaments qui interviennent dans la stabilisation de l'épaule.
Les principaux ligaments à retenir, c'est les ligaments gléno-huméraux. Les ligaments gléno-huméraux qui sont pendus entre la glène de l'omoplate et l'extrémité supérieure de l'humérus. Ces ligaments gléno-huméraux sont en nombre de 3, supérieurs, moyens et inférieurs. Bon, il existe bien sûr d'autres éléments, d'autres ligaments stabilisateurs de l'épaule. Alors, on voit sur ce schéma, toute cette partie blanche, c'est la capsule articulaire. Et on voit que cette capsule articulaire, elle est assez importante et bien étendue. Elle est étendue de la partie supérieure de l'humérus et jusqu'à la partie articulaire de la cavité glénoïde. C'est la capsule articulaire qui recouvre l'articulation. Ici, on voit les principaux ligaments stabilisateurs de l'épaule, dans les 3 dont je vous ai parlé. Les ligaments gléno-huméraux, on voit ici le ligament gléno-huméral supérieur, le moyen et le ligament gléno-huméral inférieur. Ensuite, il y a cette entité qui est assez particulière de l'épaule, qui est le bourrelet glénoïdien ou le labrum. C'est quoi? Alors, il s'agit d'un fibrocartilage. C'est un fibrocartilage qui va s'insérer à la surface périphérique de la glène et donc augmenter sa surface. On a vu que la surface de la glène, elle est assez petite. Et donc, ce labrum, c'est un fibrocartilage qui va s'insérer tout autour de la cavité glénoïde et va permettre un peu d'augmenter un peu sa surface articulaire pour faire face à la grosse tête de l'humérus qui vient s'articuler avec elle. Ce labrum, il est en continuité avec la capsule qui va assurer son apport vasculaire. Alors, on voit sur ce schéma la tête humérale, la cavité glénoïde. Là, on voit que une image du labrum détachée pour mieux le comprendre. Donc, c'est une sorte de cercle, un fibrocartilage qui va s'insérer sur cette partie-là et donc renforcer et augmenter la surface articulaire de la glénoïde. On voit sur cette coupe de profil, la cavité glénoïde, elle est là, et le labrum, c'est ce faisceau, ce cartilage qui s'insère autour de la cavité glénoïde. Alors, on voit ici sur cette vidéo les différents éléments. Donc, on voit la cavité glénoïde. On voit ici la cavité glénoïde. Alors, la vidéo ne passe plus. Hop, on va essayer encore une fois. Donc, on voit. Here's the clavicle for an easy start. On the scapula, Voilà, on voit cette partie, la cavité glénoïde de l'omoplate. On voit l'apophyse coracoïde en avant qui va, je vous ai dit tout à l'heure, qui va servir de repère. the supraspinous and infraspinous fossa, the acromion, Voilà, on voit mieux la cavité glénoïde. Et ça, c'est l'apophyse coracoïde qui va servir d'élément de repère pour la classification des lésions. On voit ici la surface de l'humérus, donc la tête humérale. Au milieu, c'est la gouttière de passage de l'anticeps. Ça, c'est le reste de la diaphyse. Et on va voir le bourrelet glénoïdien. here's the sternoclavicular Ça, c'est joint, une partie de la tête entourée par la here's the capsule. acromioclavicular joint, with the conoid Et on ligament. va voir apparaître le bourrelet glénoïdien. On the scapula, Voilà, là, on voit le bourrelet glénoïdien qui entoure cette surface articulaire de la cavité glénoïde. lastly, Voilà pour le rappel anatomie. Alors, bien sûr, on a dit que l'articulation de l'épaule, bon, comme toute articulation de l'organisme, elle assure plusieurs degrés de mobilité. On a dit que cette articulation, elle est très, très mobile du fait de la différence de dimension des surfaces articulaires. Alors, les principaux secteurs de mobilité de l'épaule, c'est l'antépulsion, ça veut dire que l'épaule passe en avant, la rétropulsion en arrière, l'abduction et l'abduction, et les rotations. La rotation externe et la rotation interne, ou bien la rotation latérale ou la rotation médiane. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'articulation de l'épaule est formée de 2 surfaces osseuses qui sont de dimensions différentes, la tête de l'humérus et la glène de l'omoplate. Ces 2 surfaces osseuses sont entourées par des éléments de stabilité qui sont la capsule articulaire, les ligaments, dont les principaux, c'est les ligaments gléno-huméraux supérieurs, moyens et inférieurs, les muscles de la coiffe des rotateurs et le deltoïde, les différents tendons de ces muscles, et le labrum ou le bourrelet glénoïdien, je le rappelle encore une fois, qui est un fibrocartilage qui va s'insérer à la périphérie de la surface articulaire de la cavité glénoïde et va augmenter sa surface articulaire. L'articulation de l'épaule est une articulation très mobile et donc pas très stable.
Alors, ensuite, pourquoi? On va essayer de répondre à la question pourquoi la luxation de l'épaule est la plus fréquente de l'organisme, pourquoi elle est assez fréquente. La réponse est toute simple. Hein. Donc, c'est comme on vient de voir dans le rappel anatomique, la tête de l'humérus a une surface beaucoup plus grande que la glène, la cavité glénoïde de l'omoplate. Alors, essayez d'imaginer, de comparer l'articulation de l'épaule avec ce schéma. D'un côté, on a la tête humérale qui ressemble à cette balle de golf, assez grosse, et en face, on a cette petite surface articulaire de la cavité glénoïde. Donc, c'est une articulation très mobile. Et plus une articulation est mobile, donc elle risque de se luxer et se déboîter. Ce qui explique la fréquence des luxations de l'épaule. Comparé par exemple à d'autres articulations, par exemple l'articulation de la hanche, les luxations de la hanche sont beaucoup plus fréquentes et nécessitent des traumatismes très très violents du fait de la grande stabilité de cette articulation. Alors maintenant, on passe au chapitre mécanisme. Je vous ai dit tout à l'heure, le mécanisme lésionnel est très très important dans les questions de traumatologie pour comprendre les lésions. Alors, grosso modo, souvent, on parle de deux mécanismes, mécanisme direct et mécanisme indirect. Alors, par définition, un mécanisme direct, c'est un choc direct sur la région intéressée. Par exemple, lorsqu'on parle de l'épaule, un choc direct, ça veut dire que c'est une chute directe avec réception directement sur l'épaule. D'accord? Un mécanisme indirect, ça veut dire que la chute, la réception se fait sur un autre élément. Alors, tout naturellement, le mécanisme indirect est beaucoup plus fréquent que le mécanisme direct. Nous avons tous le réflexe. Si on essaie de simuler une chute, nous avons tous le réflexe de poser notre main d'abord lorsqu'on tombe, de poser notre main d'abord. C'est une sorte de réflexe et ça explique pourquoi le mécanisme indirect est le plus fréquent. Donc, le mécanisme indirect, souvent, alors c'est une chute avec réception sur la paume de la main ou sur le coude et qui va entraîner un traumatisme de l'épaule. Dans ce mécanisme, en réalité, la position du bras lors de la chute, elle est très importante et cette position, elle va déterminer le type de la luxation. Alors, le mécanisme le plus fréquent, c'est lorsque le bras est en abduction, rotation externe et rétropulsion, donc vers l'arrière, ceci va entraîner une luxation antérieure. Alors, on essaie d'imaginer un peu ce mécanisme. Donc, et en réalité, le mécanisme, le type de la luxation va être déterminé par la position du bras et la position du corps. Donc, lorsqu'on fait une chute avec un bras qui est en abduction, rotation externe et vers l'arrière, rétropulsion, donc on aura le bras vers l'arrière par rapport au corps, le reste du corps qui sera en avant. Donc, la résultante de cette force va pousser la tête, va entraîner une luxation antérieure. À l'inverse, lorsqu'on a un bras qui est en abduction, rotation interne, antipulsion, ça veut dire une chute vers l'avant. Donc, on aura le membre, le bras vers l'avant et le reste du corps vers l'arrière. La résultante va entraîner une luxation vers l'arrière. C'est des mécanismes importants à préciser. Et donc, comme la luxation la plus fréquente est antérieure, le mécanisme le plus fréquent, c'est une chute, c'est un mécanisme indirect avec un bras en abduction, rotation externe et rétropulsion. Le mécanisme direct est beaucoup plus rare, et souvent il s'agit d'un choc direct sur le moignon de l'épaule, d'arrière en avant, qui va pousser la tête et entraîner la luxation de la tête vers l'avant. Mais c'est beaucoup plus rare. Alors maintenant, sur le plan anapathe. Alors, dans les questions de traumatologie, lorsqu'on parle d'anapathe, ça veut dire qu'on va détailler les lésions. On va voir les lésions occasionnées, le bilan lésionnel et classer ces lésions. Donc, pour classer les luxations, on va classer ces luxations en fonction du déplacement de la tête humérale. Donc, c'est la tête humérale qui va se déplacer et en fonction de la position de la tête humérale par rapport à la cavité glénoïde, qu'on va classer ces luxations en luxation antérieure, postérieure, supérieure et inférieure. Donc, c'est en fonction de la position de la tête par rapport à la prophyse, à la cavité glénoïde. Alors, je m'excuse, il y a une petite erreur d'orthographe ici. Donc, antérieur et postérieur, c'est avec ES à la fin. Voilà. Il faut savoir que les luxations antérieures sont très, très fréquentes. Plus de 95% des luxations de l'épaule sont antérieures. Ça veut dire que la tête passe en avant de la cavité glénoïde. On a ici la cavité glénoïde. Normalement, la tête elle est positionnée ici, en face de cette cavité glénoïde. Donc, là, si la tête passe en avant, c'est une luxation antérieure. Si la tête passe en arrière, c'est une luxation postérieure. Donc, plus de 95% des luxations antérieures sont antérieures. Donc,
pratiquement toutes les luxations, presque toutes les luxations sont antérieures. Maintenant, nous allons nous intéresser à ces luxations antérieures. Donc, on a vu, elle représente presque 95% des luxations. Donc, la tête humérale va se déplacer en avant, ça se met en avant de la cavité glénoïde. Alors, dans ces luxations antérieures aussi, il y a plusieurs variétés. Et l'apophyse coracoïde, elle va servir de repère. Rappelez-vous, dans le rappel anatomique, je vous ai parlé de l'apophyse coracoïde de l'omoplate, et cette apophyse va nous servir de repère pour classer les différentes luxations antérieures. Donc, on aura la luxation extracoracoïdienne, la luxation sous-coracoïdienne qui est la variété la plus fréquente, ça veut dire que la tête va se mettre sous l'apophyse coracoïde, je vais vous montrer ça. La luxation intracoracoïdienne, donc plus en interne, et la luxation sous-claviculaire. Donc ça, c'est les variétés de la luxation antérieure de l'épaule en fonction de la position de la tête humérale par rapport à l'apophyse coracoïde. Alors, ici, nous avons la variété la plus typique. Là, on a une épaule luxée, donc normalement l'épaule, elle se met, une épaule normale, la tête humérale, elle se met ici. Là, la tête se déplace en antérieur, en avant de la cavité glénoïde, et regardez, elle se met directement sous l'apophyse coracoïde. Ça, c'est l'apophyse coracoïde, donc la tête, elle est sous l'apophyse coracoïde. Donc, cette luxation, on peut l'appeler luxation antérieure sous-coracoïdienne, qui représente la variété la plus fréquente. On voit le même cas sur un cliché radiologique. Donc, on voit ici la cavité glénoïde. La tête, elle n'est plus dans sa place. Donc, elle est luxée. Et la tête, elle est là. Elle est en antérieur. Et regardez, elle est sous l'apophyse coracoïde. Donc, c'est une luxation antérieure sous-coracoïde. Schématiquement, on peut considérer cet aspect en blanc comme une luxation extracoracoïdienne. Ça veut dire quoi une luxation extracoracoïdienne? C'est que la tête se luxe, mais n'arrive pas jusqu'au niveau de l'apophyse coracoïde. Et sur le plan pratique, on ne les voit presque jamais, ce type de luxation. Pourquoi? Parce que souvent, docteur, on ne vous entend pas très bien. C'est des patients qui font des subluxations, et c'est des subluxations qui vont se faire spontanément. Oui, là, ça va mieux. C'est bon comme ça? Oui, c'est mieux. C'est bon? Voilà, donc c'est des luxations, c'est des subluxations qui se réduisent spontanément. Donc, on les voit presque pas sur le plan pratique. Je reviens sur la diapo d'avant pour vous montrer. Là, c'est une luxation sous-coracoïdienne. Une luxation extracoracoïdienne, la tête arrive juste à ce niveau-là. Donc, en réalité, ce n'est pas une vraie luxation, c'est une subluxation et la tête se remet en place spontanément. C'est pour ça qu'on ne la voit pas dans la pratique courante. Ici, en vert, on peut considérer que c'est une luxation intracoracoïdienne. Donc, c'est un déplacement très, très important. La tête arrive au niveau sous-coracoïdien et passe même en avant. Ça, c'est une variété qui est assez rare et survient dans les luxations avec des lésions très, très importantes des éléments capsulo-ligamentaires. La dernière variété, c'est la luxation sous-claviculaire. Là aussi, c'est très rare. Et la tête humérale va se mettre carrément sous la clavicule. Donc, dans la variété sous-claviculaire, la tête va se mettre ici, directement sous la clavicule. Et dans la variété intracoracoïdienne, la tête se déplace très en interne. C'est des variétés qui sont assez rares. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, alors je rappelle encore une fois, les luxations de l'épaule, on les classe en fonction du déplacement de la tête humérale par rapport à la cavité glénoïde. On les classe en luxations antérieures qui représentent plus de 95% des cas, luxation postérieure, luxation supérieure et luxation inférieure. Dans les luxations antérieures, là aussi, on a plusieurs variétés en fonction de la position de la tête humérale par rapport à l'apophyse coracoïde. On a la luxation antérieure extracoracoïdienne qui en réalité représente une subluxation qui se réduit spontanément, donc on ne la voit pas dans la pratique. La luxation antérieure sous-coracoïdienne, donc la tête se met sous l'apophyse coracoïde, c'est la variété la plus fréquente, la plus typique. La luxation antérieure intracoracoïdienne, donc la tête se déplace très en interne, dans les lésions importantes. Et la dernière variété qui est exceptionnelle, c'est la luxation antérieure sous-claviculaire, donc la tête va se mettre sous la clavicule. C'est une variété qui est très rare aussi. Maintenant, les luxations postérieures elles sont beaucoup plus rares, elles représentent environ 4%. Le mécanisme le plus souvent,
c'est soit un choc indirect avec bras en abduction et antépulsion rotation externe, ou bien un choc direct d'avant en arrière qui va luxer l'épaule en arrière. Alors, c'est des luxations qui peuvent passer inaperçues. Je vous dirai un petit mot tout à l'heure dans l'examen clinique. Et c'est des luxations qui sont fréquentes chez les épileptiques qui font des chutes après leur crise d'épilepsie. Donc, toujours penser à une luxation postérieure devant un traumatisme chez un épileptique. La troisième variété, c'est les luxations inférieures. Donc, par définition, la tête humérale va se mettre sous la cavité glénoïde, réalisant une variété qu'on appelle la luxation erecta. C'est une variété qui est très, très rare, et c'est vraiment assez spectaculaire. Ça donne cet aspect-là. Regardez sur la radio, la cavité glénoïde est déshabitée et la tête est complètement renversée, elle se met sous la cavité glénoïde. On le voit mieux sur ce schéma. Et c'est très, très spectaculaire. Et le patient, lorsqu'il vient au pavillon des urgences, il vient avec un avant-bras qui est au-dessus de la tête. Il vient avec cet aspect-là, avant-bras au-dessus de la tête. Lorsqu'on lui demande de baisser son bras et son avant-bras, il n'arrive pas. C'est assez spectaculaire. C'est très rare. Moi, dans ma modeste expérience de pratique en orthopédie, j'ai vu seulement 2 cas. C'est vraiment très rare. Les luxations supérieures, là, bon, elles ont été décrites, mais elles sont vraiment exceptionnelles. Donc, la tête humérale va se mettre au-dessus de la cavité glénoïde. Moi, je n'ai jamais vu, je ne connais personne qui a vu ça, mais bon, c'est une variété qui est exceptionnelle, mais qui a été décrite. Voilà, donc ça c'est pour les différents types de luxation. Donc encore une fois, en fonction du déplacement de la tête humérale par rapport à la cavité glénoïde, on distingue luxation antérieure, postérieure, supérieure et inférieure. Et dans les luxations antérieures, on a plusieurs variétés en fonction de la position de la tête sous l'apophyse coracoïde. Luxation antérieure sous-coracoïdienne, extracoracoïdienne, sous-coracoïdienne qui est la variété la plus fréquente, intracoracoïdienne et sous-claviculaire. Maintenant, on passe au diagnostic positif et à l'examen clinique. Alors, on nous reproche souvent à nous, chirurgiens, de ne pas accorder une grande importance à l'examen clinique. Dans la luxation de l'épaule est le meilleur exemple pour vous prouver que c'est faux, que l'examen clinique occupe une place très, très importante dans le diagnostic. Alors, comme type de description, naturellement, on va prendre la variété la plus fréquente, qui est la luxation antérieure, antéro-interne, sous-coracoïdienne. Donc, le mécanisme, rappelez-vous, c'est un mécanisme indirect, chute du sujet avec réception sur la main ou sur le coude, avec un bras qui est en abduction, en rotation externe et en rétropulsion. Ceci va entraîner une vive douleur, une impotence fonctionnelle totale. Il faut savoir que les douleurs de la luxation sont très, très, très importantes et insupportables. Les luxations entraînent vraiment des douleurs assez insupportables. Le patient se présente généralement au pavillon des urgences avec une attitude de dessous. Alors, l'attitude de dessous, c'est un nom propre. L'attitude de dessous, c'est une attitude antalgique, détraumatisée du membre supérieur. Donc, le patient vient avec son membre lésé, qui est soutenu par le membre sain. C'est une attitude antalgique, le patient vient comme ça. Donc, le membre sain soutient le membre traumatisé. C'est l'attitude de dessous. Bien sûr, l'interrogatoire est très important et tâchera à préciser l'âge du patient, les circonstances et le mécanisme de l'accident, quel type d'accident, l'heure de l'accident, la position du sujet, la position du bras lors de la chute, les antécédents du patient. Il faut rechercher aussi une notion importante qui est la notion de luxation précédente de la même épaule. Il faut demander au patient s'il s'agit d'une première luxation de l'épaule ou bien s'il a déjà fait des luxations précédentes pour voir si ça rentre dans un cadre d'une instabilité ou de luxation récidivante de l'épaule. Il faut préciser l'heure du dernier repas. Pourquoi? C'est pour l'anesthésie, éventuellement une anesthésie générale. Donc, il faut préciser et mentionner l'heure du dernier repas. Alors, pour tous les traumatismes du membre supérieur, toujours préciser s'il s'agit du côté dominant ou non, et pour préciser la profession, est-ce que le patient exerce une profession manuelle ou pas. Donc, rappelez-vous de ça. Pour les traumatismes du membre supérieur, toujours préciser le côté dominant et la profession manuelle ou non. Et enfin, il faut rechercher la notion d'hyperlaxité constitutionnelle. C'est quoi? Alors, il faut savoir que les gens ont une hyperlaxité physiologique. Ça veut dire qu'ils ont une mobilité au niveau de leurs articulations qui est un peu exagérée par rapport aux gens normaux. Et donc, ces gens-là sont à risque de faire des luxations plus que des gens qui ont une morphologie normale.
Ce n'est pas pathologique, hein, cette hyperlaxité, mais il y a des gens qui ont une hyperlaxité au niveau de leurs articulations, donc ils peuvent être à risque de faire des luxations. Ensuite, on passe à l'examen physique. Comme j'ai dit au début du cours, le tableau est très caractéristique, il y a des signes vraiment typiques. Alors, l'inspection de face, on a le premier signe, c'est le signe de l'épaulette. Le signe de l'épaulette, comme son nom l'indique, c'est une petite épaule. On a l'impression qu'on voit une petite épaule. Pourquoi? Lorsque la tête se luxe, on a une disparition du galbe, du deltoïde en externe, et hop, on a cette image de saillie de l'acromion. Cette saillie de l'acromion va donner l'image d'épaulette. Donc, on regarde, on voit une petite épaule. C'est le signe de l'épaulette qui signe une luxation. Le coup de hache externe, là aussi, c'est au niveau du deltoïde. Du fait du déplacement de la tête, qui va tirer sur le fil musculaire. On a une image sur la face externe du bras. On a une image de coup de hache externe. On a un autre signe qui est le comblement du sillon delto-pectoral. Normalement, entre le muscle deltoïde et le muscle grand pectoral, on a un sillon. Si vous essayez de palper votre épaule, donc, entre le deltoïde à l'extérieur et le grand pectoral, on sent un sillon au milieu. Lorsqu'on a une luxation, on a une disparition de ce sillon. Donc, il est comblé par la luxation. Et un autre signe qui est très évocateur aussi, c'est le signe de Berger ou Berger. On a le bras qui est bloqué en abduction, en rotation externe et réductive. Ça veut dire que le patient vient avec un bras qui est en abduction, en rotation externe. Si on essaie de faire la rotation interne, elle est impossible. Donc, rotation interne impossible, bras bloqué en abduction, rotation externe et réductive, c'est un signe très évocateur, même pathognomique, d'une luxation antérieure de l'épaule. Ça, c'est sur l'inspection de face. Alors, de profil, qu'est-ce qu'on regarde lorsqu'on voit l'épaule de profil? On a un élargissement du moignon de l'épaule. Du fait de la luxation, donc la tête elle passe en avant. Donc, automatiquement, on a un élargissement, une augmentation du diamètre antéro-postérieur de l'épaule. Alors, à la palpation, lorsqu'on palpe sous l'acromion, on va sentir un vide, une sorte de vide, puisque la tête n'est plus à sa place. Et ce vide va signer la vacuité de la glène. Donc, la glène, elle est vide. Il n'y a pas de tête humaine en face. Et donc, lorsqu'on met nos doigts pour palper, on ressent un vide sous l'acromion. Alors, souvent, on arrive à palper la tête humérale au niveau du creux axillaire. Il suffit de mettre la main au niveau du creux axillaire et on sent la forme sphérique de la tête humérale. Lors de la mobilisation, je l'ai dit tout à l'heure, donc l'abduction elle est irréductible avec impossible de faire une rotation interne, c'est le signe de Berger. Donc, c'est des signes très évocateurs. Ce tableau clinique, est très évocateur d'une luxation antérieure de l'épaule. Mais devant ce tableau clinique, on est sûr que c'est une luxation antérieure de l'épaule, mais on peut avoir des lésions associées. Donc, il faut rechercher des lésions associées. On peut avoir des lésions neurologiques dans le territoire du nerf circonflexe, qui est encore appelé le nerf axillaire. Ce nerf circonflexe est un nerf mixte qui est sensitivo-moteur, qui est responsable de la sensibilité du moignon de l'épaule et qui est responsable de la motricité du muscle deltoïde, dont la principale action est l'abduction de l'épaule et du bras. Alors, j'ai mis entre parenthèses intérêt médico-légal. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il est très important, il est indispensable même, indispensable et obligatoire de faire un examen neurologique. Et cet examen neurologique doit être consigné par écrit sur le dossier. Il faut savoir que les lésions neurologiques du nerf circonflexe peuvent être entraînées lors du traumatisme, mais également elles peuvent être entraînées lors de la manœuvre de réduction. Donc, l'examen neurologique doit être réalisé et mentionné sur le dossier. Je vous donne un exemple pratique. Si un patient vient pour une luxation de l'épaule et on ne lui fait pas d'examen neurologique, on lui fait la réduction et après la réduction, il se plaint d'une perte de la sensibilité du moignon de l'épaule. Donc, il s'agit d'une atteinte du nerf circonflexe. On ne saura jamais si cette lésion a été occasionnée par le traumatisme ou bien par nous-mêmes lors de la manœuvre de réduction. Donc, intérêt de faire un examen neurologique avant la réduction et après la réduction qui doit être mentionné par écrit au niveau du dossier. On a tous eu des problèmes et des cas avec des lésions neurologiques. Les lésions vasculaires, elles sont très très rares, mais doivent être connues et elles surviennent surtout lors d'un déplacement très très important de la tête qui peut comprimer en interne les vaisseaux axillaires. Donc, lors de l'examen clinique, on doit toujours palper les différents trous périphériques du membre supérieur. On peut avoir également des fractures associées à cette luxation et ça survient surtout chez les sujets âgés du fait de l'ostéoporose et de la fragilité osseuse.
Alors maintenant, la question qu'on peut se poser devant ce tableau, le tableau clinique est très évocateur. Lorsqu'on voit le patient, on est sûr à 100% qu'il s'agit d'une luxation antérieure de son épaule. La question, est-ce qu'il faut faire des examens complémentaires? La réponse est oui. On fera un bilan radiologique standard, un simple bilan radiologique standard, avec une radiographie de l'épaule de face, une radiographie de l'épaule de profil. Le bilan radiologique va permettre de confirmer le diagnostic, de préciser la variété. Par exemple, la variété sous-coracoïdienne, elle sera précisée par la radiographie. Lors de l'examen clinique, on peut être sûr à 100% qu'il s'agit d'une luxation antérieure. Par contre, il nous faut la radio pour dire que c'est une variété sous-coracoïdienne. Aussi pour rechercher des lésions et des fractures associées. Mais également, cette radiographie va être pratiquement la seule preuve dans le dossier que le patient a été luxé. Imaginez qu'un patient vient, on lui fait l'examen clinique, on est sûr que c'est une luxation de l'épaule, on ne fait pas de radio, on lui fait la réduction. Ensuite, on n'aura pas de preuve que cette épaule est luxée, surtout s'il s'agit d'un accident de la voie publique ou de CBV, le patient voudra déposer plainte, il faut au moins avoir une preuve dans le dossier que l'épaule a été luxée. Donc, la radiographie représentera aussi une preuve de la luxation. Alors, voilà ce qu'on obtient sur la radiographie d'une épaule luxée. Alors, j'ai mis exprès sur la gauche une radiographie normale, d'une épaule normale, et sur la droite une radiographie d'une épaule luxée pour qu'on puisse comparer. Alors, on voit aussi ici que l'épaule est tout à fait normale, la tête humérale est en place, elle est en face de la cavité glénoïde, on a une belle articulation ici. Là, par contre, on voit que l'épaule est luxée. Donc, la tête qui est normalement se met ici, elle n'est plus à sa place. On a une cavité glénoïde qui est déshabitée. On a une tête humérale qui est déplacée en avant et en dedans. Et hop, elle se met sous l'apophyse coracoïde. Ici, on a l'apophyse coracoïde. Donc là, on peut affirmer et confirmer qu'il s'agit d'une luxation antérieure sous-coracoïde. Alors, un petit mot sur les luxations postérieures. On a dit qu'elles représentent 4%, mais elles méritent d'être connues. Surtout que l'examen clinique est difficile. Elles peuvent passer inaperçues. Pourquoi? Parce que dans les luxations postérieures, le déplacement n'est pas très important, n'est pas aussi important que la luxation antérieure. Vous avez vu, je reviens une seconde, luxation antérieure, dès qu'on voit la radio, on sait que c'est luxé. La luxation postérieure, par contre, le déplacement n'est pas très important. Alors, sur le plan clinique, il y a un élément très important et qui est pathognomique de la luxation postérieure. Rappelez-vous, dans la luxation antérieure, on avait dit que le bras est bloqué en rotation externe. Là, dans la luxation postérieure, c'est l'inverse. Le bras est bloqué en rotation interne. Donc, devant tout traumatisme de l'épaule, avec à l'examen, bras bloqué en rotation interne fixe et irréductible, c'est un signe pathognomonique d'une luxation postérieure de l'épaule. Alors, sur le plan radiologique, là aussi j'ai mis une radiographie d'une épaule normale et une radiographie avec une luxation postérieure. Alors, vous voyez que le déplacement n'est pas très important. Et on peut, c'est des lésions qui passent en aperçu. Hein. On a déjà eu des cas, même tout le monde a déjà eu des cas, hein, y compris moi, on a eu des cas où nous sommes passés à côté d'une luxation postérieure de l'épaule. Il y a un signe qui est assez évocateur, mais il faut vraiment bien analyser la radiographie. Alors, regardez bien sur cette radiographie normale de l'épaule. Normalement, la tête est en face de la cavité glénoïde. Normalement, on voit cette partie en blanc. Cette partie, c'est la partie antérieure, la partie en avant de la cavité glénoïde. Par contre, on ne voit pas la partie postérieure. La partie en arrière, on ne la voit pas parce qu'elle est masquée par la tête humérale. Regardez sur cette image, on arrive à voir la partie antérieure et on arrive aussi à voir la partie postérieure. On arrive pratiquement à voir toute la périphérie de la cavité glénoïde. Ça veut dire que la tête n'est pas dans la cavité glénoïde. Il faut vraiment bien analyser la radio. Encore une fois, regardez, sur une radiographie normale, on arrive à voir la partie en avant, antérieure, mais on n'arrive pas à voir la partie postérieure qui est masquée par la tête. Là, on a une épaule luxée, donc on arrive à voir la partie antérieure. Et là, on arrive à voir la partie postérieure. Un autre signe, c'est la perte de l'internine articulaire. Normalement, entre deux surfaces articulaires, on voit cet espace. Cet espace, c'est l'internine articulaire. Regardez. Ça, c'est la surface articulaire de la tête, la surface articulaire de la cavité glénoïde. On arrive à voir l'internine articulaire. Là, regardez bien, on n'arrive pas à voir l'internine articulaire. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de vide entre la tête et la cavité glénoïde.
Il y a un autre signe indirect, c'est la forme de la tête. Regardez, là, c'est vraiment la forme typique de la tête, la forme du tiers d'une sphère. On le voit bien. Là, par contre, la tête, elle change de forme, elle prend une forme d'une ampoule. Et ça, c'est un signe indirect d'une luxation postérieure. Donc, c'est des luxations qui méritent d'être connues parce qu'elles peuvent passer inaperçues. Alors, ce qu'il faut retenir de l'examen clinique. Le tableau clinique, il est assez évocateur devant des signes cliniques. Les signes cliniques à l'inspection, le signe de l'épaulette, le coup de hache externe, le comblement d'ici en deltopectoral, le signe de Berger, l'augmentation du moignon de l'épaule sur le profil. Tout ça, c'est un tableau clinique évocateur d'une luxation antérieure de l'épaule. L'examen clinique doit être complet. Il doit rechercher, doit être complet, il doit rechercher des lésions associées. J'insiste encore une fois, examen neurologique systématique doit être consigné, mentionné sur le dossier du patient. Le bilan radiologique standard confirmera la variété de la luxation et toujours penser à la luxation postérieure qui peut passer inaperçue. Maintenant, on va passer au chapitre traitement. On va voir les différentes modalités du traitement. Alors, la luxation de l'épaule représente une urgence thérapeutique. Ceci est valable pour toute luxation de l'appareil locomoteur. Donc, toute luxation est une urgence thérapeutique. Ça veut dire quoi? En des termes plus simples, dès qu'on fait le diagnostic d'une luxation, on doit la réduire sans aucun retard le plus tôt possible. Alors, cette réduction, idéalement, elle se fait sous anesthésie générale. Alors, il y a différentes méthodes. Il y a différentes méthodes de réduction. Le principe général de la réduction, c'est quoi? Ceci, encore une fois, c'est valable pour toutes les luxations de l'organisme. Le principe, c'est toujours de faire une traction dans l'axe du membre et toujours associer le mouvement inverse au mouvement qui a occasionné la luxation. Donc, dans la luxation antérieure, le bras était, au moment de la chute, en abduction, rotation externe. Donc, pour faire la réduction, on devra faire l'inverse. On devra faire de l'abduction, donc vers l'intérieur, et de la rotation interne. Le même principe, le principe commun à toutes les méthodes de réduction, c'est de réaliser une traction dans l'axe et de faire le mouvement inverse au mouvement qui a occasionné la luxation. Alors, il y a différentes méthodes. La méthode classique, c'est que le patient entend des décubitus dorsales, un aide se met en face et maintient le tronc, et l'opérateur, avec une main, exerce une traction douce et progressive, et avec l'autre main, il pousse la tête au niveau du creux axillaire, il pousse la tête d'avant en arrière, tout en réalisant une abduction et une rotation interne. Alors, j'insiste sur un point. Alors, la traction doit être douce et progressive. Ça ne sert à rien de tirer, de tracter comme une brute. Bien au contraire, si on tracte avec grande force, on risque de provoquer une contracture musculaire et de provoquer d'autres lésions, d'autres dégâts. Donc, vraiment, la traction doit être douce et progressive. Il faut prendre son temps, de faire cette traction douce et progressive et réaliser des mouvements inverses à celui qui a occasionné la luxation. Alors, une autre méthode, c'est qu'on prend le bras, on s'appuie sur le coude, on exagère un peu la rotation externe, et ensuite on réalise l'adduction, on ramène le bras donc, vers le tronc, et une rotation interne, ça permet à la tête de reprendre sa place. Une troisième méthode, c'est la méthode de Kocher. Moi, j'aime bien cette méthode, j'utilise souvent cette méthode. Elle consiste d'abord à exagérer le mécanisme de la luxation. Donc, on prend le bras, on fait une rotation externe, abduction, donc on exagère le mécanisme initial. Ça permet de faire ressortir un peu la tête et ensuite, on fait le mouvement inverse. Donc, abduction, rotation externe, et ensuite, on ramène le bras vers le tronc, abduction et rotation interne. Alors, lorsqu'on obtient la réduction, normalement, on entend un claquement audible. Hein, on entend un bruit, une sorte de claque qui va signer cette réduction. Ensuite, il faudra être sûr que l'épaule est bien réduite. Qu'est-ce qu'on fait? On teste l'épaule, on fait des mobilités à l'épaule. Et surtout, on fait la rotation interne. On avait dit que la rotation interne était impossible, que le bras était bloqué en rotation externe. Donc, normalement, une épaule réduite, le bras pourra faire de la rotation interne. Hein. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends la main et je la mets sur l'épaule contre la bras. Si j'arrive à faire ce geste-là, ça veut dire que c'est de la rotation interne et que l'épaule, elle est en place. Ensuite, il faudra tester la stabilité. Ça veut dire quoi? Il faudra être sûr que cette épaule qu'on vient de réduire ne se reluxe pas. D'accord? Donc, on teste la stabilité en réalisant différents mouvements de l'épaule.
Si l'épaule ne bouge pas, ne se reluxe pas, ça veut dire que l'épaule, elle est stable. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'examen neurologique médico-légal, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que il y a des lésions neurologiques qui peuvent être occasionnées par la manœuvre de réduction. Et donc, on doit faire un examen neurologique avant la réduction. Après la réduction, ça doit être consigné sur le dossier. Ensuite, bien sûr, on fait une radio de contrôle. Là aussi, on peut se poser la question pourquoi on fait une radio de contrôle si on est sûr de notre réduction. La même chose que tout à l'heure, de 1, ça va être une preuve dans le dossier que l'épaule a été réduite. Et puis aussi, pour voir si on n'a pas entraîné des lésions associées. On peut avoir des lésions, surtout chez les sujets âgés, on peut entraîner des fractures lors de la manœuvre de réduction. Alors, si on n'arrive pas à réduire, en cas d'irréductibilité, là, il faudra réduire par voie chirurgicale. Donc, il faudra aborder l'épaule, ouvrir l'épaule et réduire sous contrôle de la visu. Les cas d'irréductibilité sont rares, mais ça existe. Hein. Donc, on a tous eu dans notre pratique des épaules qui ne se réduisent pas. Et souvent, quelle est la cause de cette irréductibilité? C'est souvent un fragment de la capsule. Alors, lorsque l'épaule se luxe, donc la capsule, les ligaments se déchirent, et parfois il y a un fragment de cette capsule qui va s'incarcérer entre la tête et la cavité glénoïde, qui va empêcher la réduction. Donc, lorsqu'on essaie de réduire l'épaule, il y a ce morceau de capsule qui est au niveau de l'articulation qui va empêcher cette réduction. Et dans ce cas-là, il faudra la réduire de façon chirurgicale, aborder de façon chirurgicale, enlever ce fragment qui est interposé au niveau de l'articulation, et pour pouvoir réduire tranquillement notre articulation. Alors ensuite, après la réduction, on continue notre cheminement logique. Alors, la question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi, puisqu'on a réduit notre luxation, on a fait le test, elle est stable, pourquoi on doit immobiliser? L'immobilisation, c'est pour permettre aux éléments capsulaires ligamentaires qui ont été déchirés de reprendre leur place et de cicatriser en bonne position. C'est le même principe pour une fracture. Lorsqu'on a une fracture, on met un plâtre pour que l'os consolide en bonne position. Là, c'est le même principe. On immobilise pour que la capsule et les éléments capsulaires ligamentaires cicatrisent en bonne position. Alors, il y a différents types d'immobilisation. Alors, le principe général, c'est d'immobiliser coude au corps en rotation interne. C'est la position dans laquelle les éléments vont mieux cicatriser. Alors, avant, dans le passé, les gens faisaient, ce que vous voyez, ça ressemble à cette image-là au milieu, ils faisaient un plâtre qui entourait tout le tronc. Alors, je vous laisse imaginer un patient, surtout si sa luxation en plein mois de juillet ou août, avec un plâtre, avec la chaleur et la transpiration, avoir un plâtre comme ça pendant 3 semaines. C'est très encombrant. Maintenant, on fait des immobilisations plus souples. Alors, on peut réaliser ce type d'immobilisation de l'élastoplasme, ou bien maintenant, dans le commerce, on trouve plusieurs procédés, plusieurs orthèses. Le principe général, peu importe le type, le principe général, c'est d'immobiliser coude au corps en rotation interne pour une durée de 3 semaines, qui est la durée nécessaire pour la cicatrisation des éléments capsulo-ligamentaires. Logiquement, naturellement, suite à cette période d'immobilisation, une phase de rééducation fonctionnelle, elle est importante, ce qui est tout à fait logique. Il faut savoir que si on immobilise un membre pendant 3 semaines, on aura une atrophie musculaire, on aura une raideur articulaire, et donc la rééducation fonctionnelle, c'est une étape assez importante et indispensable après toute immobilisation, surtout s'il s'agit d'une première luxation de l'épaule qui survient chez un sujet jeune. Donc, réduction suivie par une immobilisation pendant 21 jours et qui sera suivie par une phase de rééducation fonctionnelle. Alors, bien sûr, une luxation de l'épaule correctement traitée, donc avec réduction, immobilisation, rééducation fonctionnelle, elle va évoluer de façon favorable. Ceci dit, on peut avoir un certain nombre de complications liées à cette pathologie. Les complications précoces, on les a déjà vues, c'est les complications vasculaires, donc par compression des vaisseaux axillaires dans les déplacements importants. Les complications neurologiques, c'est l'atteinte du nerf circonflexe ou le nerf axillaire. Je rappelle encore une fois qu'il y a un nerf mixte sensitivo-moteur responsable de la sensibilité du mouvement de l'épaule et de la motricité du deltoïde. Donc, examen neurologique indispensable, consigné, mentionné sur le dossier avant et après la réduction. Des lésions associées osseuses qui sont des fractures associées, les réductibilités par incarcération capsulaire qui nécessitera une réduction chirurgicale à foyer ouvert.
Les complications tardives, la principale, c'est la récidive. Je vais vous dire un petit mot. La récidive, ça veut dire quoi? C'est que ces patients commencent à faire des luxations répétées de cette épaule. Et ceci va entrer dans le cadre d'une luxation récidivante de l'épaule et une instabilité de l'épaule. Et c'est des gens qui vont faire des luxations de plus en plus rapprochées pour des traumatismes de plus en plus minimes. Et là, le traitement de cette instabilité de l'épaule sera chirurgical. Alors, il faut bien traiter le premier épisode d'une luxation de l'épaule, mais même si on le traite bien, ceci n'est pas une garantie que le patient ne fera pas d'autres luxations. C'est une complication qui est importante à connaître. Voilà, alors pour conclure et pour récapituler toutes les idées qu'on a vues dans ce cours, on va essayer de simuler ensemble une situation pratique de luxation de l'épaule et de voir la conduite à tenir. Alors on essaye d'imaginer, imaginons tous qu'on est au pavillon des urgences. Alors je suis au box des urgences avec mes résidents, mes internes et mes externes. Et on reçoit ce pauvre jeune homme qu'on voit ici par terre, qui a été victime d'une malheureuse chute lors d'un match de football et qui se présente au pavillon des urgences. Donc le patient se présente en marchant avec une attitude de dessous. Donc, je rappelle, l'attitude de dessous, c'est une attitude antalgique des traumatisés du membre supérieur. Donc il vient avec le membre lésé qui soutient, le membre sain qui soutient son membre lésé. Il se présente aux urgences. Alors, le brillant externe qui est avec moi, qui a bien appris son cours, lui fait un interrogatoire minutieux en précisant l'âge, les circonstances de l'accident, le mécanisme, l'heure du dernier repas, s'il a fait des épisodes de luxation auparavant. Alors, il y a une notion dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est vrai par rapport au mécanisme. C'est vrai qu'on a décrit le mécanisme, on le décrit pour les lésions, mais souvent, c'est impossible. Il ne faut pas s'attendre à ce que le patient vous dise « Docteur, je suis tombé sur un bras en abduction, en rotation externe, rétropulsion ». Ça, c'est impossible. Souvent, les gens ne se rappellent même pas de la position du membre lors de la chute. Donc, c'est un peu par déduction qu'on déduit les mécanismes pour mieux comprendre les lésions. Donc, notre examen physique. Donc, à l'inspection, alors j'ai mis exprès sur l'image de gauche une épaule normale, et là, l'aspect d'une épaule luxée. Donc, à l'inspection de face, on va revoir ensemble les signes qu'on a vus tout à l'heure. Donc, le signe de l'épaulette, c'est ce qu'on voit ici. Donc, il y a un vide sous l'acromion. Cette saillie de l'acromion donne l'aspect d'une petite épaule comparée à celle-ci. Le coup de hache externe, c'est ce qu'on voit ici. Donc, il y a une image de coup de hache externe. On a un comblement du sillon deltopectoral. Regardez ici, normalement, le sillon deltopectoral il est là, il est visible et surtout palpable. Là, on voit que le sillon il est comblé par cette luxation. Et puis le bras, il est bloqué en abduction, en rotation externe et réductive. C'est le signe de Berger. Sur le profil, voilà l'image qu'on voit. Regardez l'augmentation du diamètre antéro-postérieur de l'épaule. On voit vraiment qu'il s'agit d'une grosse épaule. Pourquoi? Parce que la tête humérale, elle est déplacée. Elle est à ce niveau, donc il y a une augmentation du moignon de l'épaule, de profil. Et à la palpation, on sent la vacuité de la glande. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vacuité de la glande. Si on met notre doigt, on va ressentir un vide. Donc, à la palpation, on va percevoir la vacuité de la cavité glénoïde. Ensuite, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Alors, devant ce tableau, on est sûr, on est tout content, on est sûr qu'il s'agit d'une luxation antérieure de l'épaule. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On continue notre raisonnement logique. Examen neurologique systématique, surtout dans le territoire du nerf circonflexe. Donc, il faut explorer la sensibilité du moignon de l'épaule et la motricité du deltoïde dans l'action principale et l'abduction du bras et de l'épaule. Il faut aussi palper les trous périphériques à la recherche des lésions vasculaires. Voilà. Donc, on a notre diagnostic de luxation antérieure de l'épaule. On accompagne notre patient à la radio. On lui fait une radiographie de l'épaule de face et on a cette image. Donc, on a cette image, une luxation antérieure, antéro-interne de l'épaule sous coracoïdienne. Donc, on a la tête humérale qui se met sous l'apophyse coracoïde. On a la cavité glénoïde qui est déshabitée. Donc, il s'agit d'une luxation antérieure sous coracoïde. Alors, ensuite, on passe pour faire la réduction. Alors, je laisse les internes et les externes qui ont bien travaillé durant la garde faire cette
cette réduction. Alors, j'ai choisi la méthode de Kocher parce que c'est la méthode que j'utilise le plus souvent. Mais je vous ai dit, hein, le point commun à toute manœuvre de réduction, c'est de faire une traction dans l'axe et de reproduire le mécanisme inverse à celui qui a produit la luxation. Donc, la méthode de Kocher, on exagère le mécanisme, on exagère l'abduction, la rotation externe pour faire ressortir encore la tête. Et ensuite, on fait le mécanisme inverse, abduction et rotation interne. On entend un claquement audible, tout le monde est content, l'épaule est réduite. Ensuite, on fait de la rotation interne, on teste pour tester la mobilité. On teste ensuite la stabilité, donc les différents mouvements pour être sûr que la tête est stable. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Examen neurologique systématique qui doit être mentionné sur le dossier. Alors, tout s'est bien passé, donc on est très content, on a réduit l'épaule, il n'y a pas de trouble neurologique, il n'y a pas de complications. Alors, juste un truc dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est par rapport à l'anesthésie. C'est vrai que théoriquement et idéalement, la réduction doit se faire sous anesthésie générale. Par contre, sur le plan pratique, on essaie toujours de la faire sans anesthésie. Si on arrive à obtenir le relâchement du patient. Hein. Et ça se fait partout dans le monde, hein, même dans les pays développés, ça se fait. Donc, on essaie toujours de faire une réduction sans anesthésie. On explique au patient qu'il faut un relâchement. Si le patient arrive à se relâcher, on arrive souvent à la réduire. Maintenant, si on n'arrive pas à la réduire dans le box des urgences, là, il faudra prendre le patient au bloc et faire ça sous anesthésie générale. Il faut savoir que peut-être 8 luxations ou 9 luxations sur 10, on arrive à les réduire sans problème, sans anesthésie, à condition d'avoir la coopération du patient. On fait ça souvent parce que, comme j'ai dit au début, c'est vraiment de la pathologie quotidienne. Parfois, lors d'une seule garde, on reçoit 4 ou 5 luxations de l'épaule, et avec la charge de travail, on ne peut pas faire tout ça au bloc, parce que si on fait une réduction au bloc, c'est une anesthésie, c'est une hospitalisation, c'est une place qui est prise. Et avec la charge de travail, on ne peut pas se permettre d'occuper les places d'hospitalisation uniquement par des luxations de l'épaule. Donc, on essaye de réduire gentiment la luxation. Dans 9 cas sur 10, on arrive à le faire. Si on n'arrive pas à le faire, on accompagne notre patient, on évite la réduction au bloc sous anesthésie. Ensuite, on continue. Alors, bien sûr, voilà. Ensuite, après notre examen neurologique, on est sûr que c'est réduit. On fait une radiographie de contrôle. La radiographie de contrôle, là, voilà. On a une épaule réduite, en place, la tête elle est en place, il n'y a pas de fracture associée, on est content. Ensuite, on continue notre cheminement logique. Donc, ensuite, c'est une phase d'immobilisation. Là j'ai choisi cette image, mais je vous ai dit, peu importe le procédé, l'essentiel, c'est que ça soit en rotation interne et coude au corps. Immobilisation de 21 jours, qui sera suivie par une phase de rééducation fonctionnelle. Donc, encore une fois, comme j'ai dit au début, c'est un tableau très caractéristique. Il suffit de voir un seul cas de luxation de l'épaule, vous allez vous en rappeler toute votre vie. Il y a un élément sur lequel je voudrais insister pour finir ce cours. C'est un chapitre auquel moi je trouve qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance, c'est l'information du patient. Souvent, parfois, y compris moi, on ne se rend pas compte, mais le patient, c'est le premier concerné par son état et par sa pathologie. Il faut vraiment l'information du patient, c'est une étape très très importante. Par exemple, pour une luxation de l'épaule, il faut informer le patient lors de toutes les phases, depuis l'examen clinique jusqu'à la fin. Lorsqu'il vient, il faut lui expliquer qu'il s'agit d'une luxation de l'épaule, le principe, quelles sont les lésions. Il faut lui dire qu'il n'y a pas de lésion osseuse, par contre, il y a une lésion des éléments capsulaires ligamentaires. On l'accompagne à la radio, il faut lui expliquer ce qu'il y a à la radio. Il faut lui expliquer la manœuvre de réduction, ce qu'on va faire, surtout si on l'a fait sans anesthésie, que ça nécessite un relâchement. Et ensuite, bien sûr, il faut lui expliquer pourquoi on doit l'immobiliser, parce que le patient peut vous dire, moi, vous m'avez remis l'épaule, vous m'avez remis l'épaule à sa place, pourquoi vous allez immobiliser? Il faut lui expliquer que l'immobilisation est nécessaire pour la cicatrisation. Il faut lui expliquer aussi l'intérêt de la rééducation. Voilà, donc l'information du patient est très importante. Il faut aussi revoir le patient en consultation. Généralement, on les revoit 3 semaines pour enlever l'immobilisation, les revoir en rééducation et on les voit 1 ou 2 fois après la rééducation. Voilà, vous avez mon adresse email qui est mentionnée sur cette diapo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vais répondre à vos questions
avec un grand plaisir. Alors pour finir, je tiens à remercier la jeune et dynamique équipe de Médecins Algérie pour l'excellent travail que vous faites. Dans la conjoncture actuelle de cette pandémie mondiale, le fait d'organiser des webinaires et des visioconférences est vraiment une excellente idée et je vous félicite pour ça. Ceci permet aux étudiants de garder un peu contact avec leur médecine et leurs cours, mais aussi par ces temps de distanciation physique et sociale imposés. Ceci permet aux étudiants aussi de garder un contact entre eux, mais aussi entre les étudiants et leurs enseignants. Donc, en espérant vous retrouver pour une prochaine séance, restez bien chez vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas les gestes barrières. Au revoir.